Des hauts plateaux des Andes aux rivages du Pacifique, le Pérou symbolise à lui seul le cœur de l'Amérique du Sud. Celle des riches civilisations précolombiennes, celle de l'Eldorado et des conquistadors espagnols partis à sa poursuite. Ce sont les Incas qui lui ont légué son nom, et il ne s'était pas trompé. Pérou en quechua signifie quelque chose entre l'abondance et la luxuriance. L'arrivée de la couronne d'Espagne au XVIe siècle a peut-être bouleversé l'ordre de ses premiers dieux, métissé la population et la culture, mais la nature est restée immuable et grandiose. Parmi les 26 millions d'habitants, les inégalités sociales sont flagrantes entre blancs, indiens et métis, montagnards et urbains. Le pays peine à sortir d'un cycle de violence et de misère. La pauvreté des zones rurales s'est étendue jusque dans les faubourgs de Lima, la capitale. Mais la fascination qu'exercent les civilisations amérindiennes est intacte. Celle des Nazca est l'énigme de leurs géoglyphes, vieux de plus de 2000 ans. Où la majesté et les mystères qui entourent le site du Machu Picchu, découvert en 1911. Dernier refuge du plus puissant empire inca. Partout, les blocs de pierre géants signent la présence de ceux qui créèrent le premier royaume structuré. Il s'étendait de la Colombie jusqu'au Chili. Le christianisme, apporté par les conquistadors, a balayé ses croyances. Aujourd'hui, 80% des Péruviens sont catholiques, mais chez les Indiens, certains rites des religions andines subsistent. Cusco était la capitale de cet empire. La ville est située dans une vallée à plus de 3300 mètres d'altitude. Les Espagnols l'ont conquis en 1533. Une fois par an, elle continue à faire revivre son passé indien lors de la fête d'Inti Raymi. Les dernières répétitions se déroulent dans l'ancien temple du soleil, le Coricancha. Plus de 800 figurants participent à la manifestation, et même des militaires. Le Coricancha était le saint des saints de la religion inca. Pour marquer leur domination, les conquistadors le recouvrirent d'un couvent, Santo Domingo. Les célébrations se déroulent le 24 juin, le jour du solstice. Le culte du soleil était l'un des piliers de la religion inca et son souverain, l'une de ses incarnations. Dans le centre de Cusco, sur la place d'Armes, d'autres figurants répètent au son des flûtes de Pan. Des soldats miment l'armée du souverain inca et s'exercent à balayer symboliquement sur son chemin. Ils devaient descendre à partir des ruines de Sacsayhuaman, sa forteresse au-dessus de Cusco. Le site, qui date du milieu du XVe siècle, recèle encore bien des secrets. 30 000 Indiens auraient travaillé à sa construction pendant plus de 50 ans. Certains de ces blocs géants pèsent plus de 250 tonnes. Comment ont-ils été transportés et comment ont-ils été assemblés avec une telle exactitude et sans mortier? Cela reste encore aujourd'hui un mystère. Brigidad habite toujours chez ses parents. Elle n'a pas encore les moyens de se loger elle-même. Elle aussi participe chaque année aux célébrations d'Inti Raymi. Et sa mère a ressorti son costume. Le 24 juin au matin, le couvent de Santo Domingo est le lieu de rassemblement des guerriers, des princesses et des groupes de danse qui défileront toute la journée. Ils viennent de tout le pays, même des provinces les plus éloignées, pour faire revivre le nouvel an inca. Une consécration éternelle du mariage entre le soleil et ses fils, les êtres humains.
Sous la protection du dieu soleil Huiracocha, les célébrations commencent. La société inca au grand complet renaît de ses cendres. Brigidad incarne l'une des Aklas, les femmes qui étaient au service de l'empereur, de son culte ou du moindre de ses désirs. Là où aujourd'hui un acteur incarne le souverain, se dressaient autrefois des sculptures géantes, des statues d'arbres et d'animaux grandeur nature en or massif. Et les Espagnols firent fondre le métal précieux qui vint enrichir les caisses de la couronne, la plus puissante d'Europe. Dans une litière, l'épouse du souverain approche à son tour. C'est la Coya, sa propre sœur. Chez les Incas, cette pratique était fréquente afin de préserver la pureté du sang royal. Après le défilé dans les rues de Cusco, les participants se dirigent vers le prochain théâtre des festivités, le Sacsayhuaman. Plus de 30 000 spectateurs sont rassemblés pour assister au final de l'Inti Raymi. Après l'arrivée de ses gardes du corps, le souverain entre en scène. À sa suite, les Aklas portent des offrandes et les soldats balaient symboliquement le sol. Aucune aspérité, aucune poussière ne doit perturber sa route. Selon la légende inca, le fils du soleil apporta la lumière dans l'obscurité de l'humanité. Son héritier parcourait dans sa litière les milliers de kilomètres de son royaume des Andes. Au milieu de la forteresse, une estrade a été aménagée. Des prêtres y conduisent un lama pour le sacrifice rituel. L'animal est immobilisé sur l'autel. Puis l'Inca plonge son couteau réservé au sacrifice, le tumi, dans ses entrailles. Il en extrait le cœur qui bat encore pour honorer le dieu soleil. Si le muscle n'est pas abîmé, les augures seront favorables. Puis les dernières danses clôturent les célébrations. Le soir, dans Cusco, la fête continue. Brigidad et ses amis se promènent en ville. Des concerts animent la place d'Armes et viennent conclure le deuxième plus grand festival d'Amérique latine. Il existe depuis 1944. Cusco est la plus belle ville du monde. Je suis vraiment fière d'être une Cusquena. Si la civilisation inca est la plus connue du Pérou, d'autres plus anciennes ont laissé leurs traces. Les plus surprenantes d'entre elles sont visibles à Nazca, une petite ville en bordure du désert côtier au sud de Lima. Une scientifique allemande, Maria Reich, consacra sa vie à étudier et à préserver ces sites dont la signification reste encore très mystérieuse. Des dessins d'araignées,
d'oiseaux ou d'orques, uniquement observables d'avions, et tracée en dégageant le sable clair sous-jacent à la roche sombre. Aujourd'hui, Anna Maria Cogorno poursuit les travaux de recherche. Elle n'a plus à subir les moqueries auxquelles fut confrontée Maria Reich lorsqu'elle chercha à sensibiliser les milieux scientifiques sur les Nazca. En 1941, toute cette partie du désert devait être inondée, sur 500 km². Maria a dû longtemps se battre à Lima devant le Congrès pour empêcher la destruction des lignes et des figures. À l'époque, personne ne voulait la croire quand elle disait que ce désert avait une importance archéologique. La civilisation Nazca, dont les premières traces ont été exhumées en 1901, a connu son apogée entre le début de notre ère et l'an 650. Les hommes vivaient dans des agglomérations de petite taille et avaient mis au point un système d'irrigation de la région, toujours utilisé de nos jours. Ils ont laissé de nombreuses poteries polychromes au style unique, décorées des mêmes motifs que ceux que dessinent ces lignes mystérieuses. Elles ont été découvertes par hasard en 1939, lors d'un survol en avion de la région. Mais déjà au XVIe siècle, une légende circulait que quelque part entre la cordillère des Andes et le Pacifique, d'étranges figures avaient été tracées par des géants. Beaucoup de lignes sont des repères astronomiques. Elles donnent la position de la Lune, du Soleil, lors des solstices, selon les saisons. Chacune a une signification spéciale. Même pour celles qui représentent des animaux, il y a toujours un rapport avec les étoiles. L'araignée correspond à peu près à la constellation d'Orion. Et le singe a une autre. C'est un calendrier astronomique gigantesque. D'autres figures géométriques, comme des lignes et des cercles, marquaient sans doute les voies rituelles et les lieux sacrés. Mais aucune certitude. La voie est libre pour toutes les interprétations et certains y voient même des pistes d'atterrissage pour extraterrestres. C'est une grande énigme sur plus de 500 km². Mais peut-être était-ce aussi dans l'intention des hommes de Nazca, dessiner des figures en offrande aux dieux et laisser derrière eux un site particulier. Un site d'un mystère et d'une sainteté telle que l'on peut encore les ressentir aujourd'hui. Cette dimension qui associe l'étrange à la spiritualité reste d'actualité dans la forêt amazonienne. Au bord du rio Ucayali vivent les Sifibos, l'une des tribus les plus reculées du Pérou. Martin Muñoz est le doyen de ce village et son guérisseur. Le chamanisme est une pratique courante chez les Indiens. Martin est maître dans l'utilisation des plantes et des rituels qui permettent de purifier et de soigner. Parmi les plantas maestras, les plantes maîtresses qui enseignent, l'ayahuasca est la plus puissante. Pour les Shipibo, l'ayahuasca est un remède pour toutes les maladies. La plante traite bien sûr le malade, mais elle nous montre d'abord de quel mot il souffre. Mais l'ayahuasca est une plante sacrée, et elle n'est efficace que dans les mains d'un chaman expérimenté. L'ayahuasca peut donner accès aux esprits de l'autre monde. Mais il faut connaître le dosage exact pour que cela fonctionne. Pour les Indiens, Martin est souvent le seul recours face à la maladie.
Le plus proche médecin moderne vit à plusieurs heures de bateau du village. Netem Puna est la femme du chef de la tribu. Pour soigner les problèmes intestinaux dont elle souffre depuis plusieurs jours, le chaman commence par boire une grande gorgée de sa préparation à base d'ayahuasca. Elle le plonge dans une transe où les esprits peuvent le guider pour délivrer la malade. La fumée du tabac lui sert à étourdir les puissances maléfiques qui ont pris possession du corps de la femme. Puis, il peut les aspirer hors du ventre de la malade. Ces pratiques se transmettent de génération en génération. Déjà, les fils et les neveux de Martin ont suivi avec attention son enseignement. Car partout au Pérou, les connaissances des anciens tiennent une place importante. Elles incarnent des traditions que les nouvelles générations cherchent à préserver. L'autocar est le moyen de transport le plus utilisé pour se rendre dans les régions isolées des Andes. Isabelle vit à Cusco. Elle rentre dans son village d'origine, Chinchero. 800 habitants à 3760 mètres d'altitude. C'est l'anniversaire de son père, 84 ans, et pour rien au monde, elle ne manquerait l'événement. Pour apporter bonheur et santé à sa famille, elle répand sur son crâne et celui de sa mère quelques fleurs odorantes. Au menu d'un repas de fête, du maïs, des pommes de terre, des épices et des cochons d'Inde. Ces animaux tiennent leur nom d'une erreur de l'histoire, mais en ont légué un autre à la postérité. Cobaye vient en effet du mot indigène kabyai. Dans les Andes, ils sont domestiqués depuis plus de 9000 ans et servis à table depuis presque aussi longtemps. Nous les découpons en 4. Une partie, puis le corps en 2, puis la dernière partie. Un cuy est suffisant pour 4 personnes. Les pommes de terre sont aussi originaires de ces montagnes. Ramenées en Europe par les conquistadors, elles ont envahi le monde. Quand notre famille se réunit, nous faisons toujours une fête et nous préparons ce qu'il y a de meilleur. Un vieil usage que nous tenons de nos ancêtres. Les préparatifs durent plusieurs heures. L'agriculture vivrière pratiquée dans ces montagnes permet de subvenir aux besoins essentiels de sa population. La boisson favorite des Indiens est la chicha morada, un sirop à base de pommes et de poires. Le repas terminé, la reprise du travail dans le village est sonnée à l'aide d'une conque, le pututu. Chaque membre de la famille a une tâche prédéfinie. Il faut tondre la laine, la filer, la tisser, la teindre et enfin la tricoter. Aujourd'hui, Isabelle est en charge de la teinture.
Avec des feuilles, des racines, des graines et des fruits, nous fabriquons différentes couleurs. Ce sont des recettes très anciennes. On peut faire du vert, du brun, du bleu ou du rouge. Tous les tons sont possibles. Chaque dessin, chaque gamme de couleurs utilisées sont les signatures de l'appartenance à une aïlou, une communauté, une famille. Le tissage des ponchos, des pulls, des gants et surtout des chulos, les bonnets traditionnels, est une activité qui était déjà réputée à l'époque des Incas. Isabelle et ses sœurs vendent leur production au marché voisin. Nous les femmes, nous apprenons tous les secrets du tissage dès notre plus tendre enfance. Nous travaillons exactement comme faisaient les Incas de Chinchero. Nous fabriquons des rubans, des pullovers, des ponchos, et tout sur moi est dans cet esprit. Mon gilet, ma jupe, mon chapeau, tout. Même mes cheveux sont tressés selon la tradition. Après le marché, une fois la fête de famille terminée, il est temps pour Isabelle de redescendre à Cusco. Mais les montagnes du Pérou, avec des sommets qui culminent à plus de 6000 mètres, permettent d'autres découvertes, comme le lac le plus haut du monde, le Titicaca. À 35 km de bateau de Puno, la ville sur la rive occidentale, l'île de Taquil a gardé intactes les traditions, les coutumes et les lois de l'époque inca. Les Indiens n'y parlent que le quechua. Pour y accéder, il faut acquitter une taxe de séjour, une ressource complémentaire qui permet aux 1300 habitants de l'île de préserver leur mode de vie unique. Pour accéder à leur village, il faut gravir 533 marches. Les Indiens y vivent en communauté selon la coutume de l'Aïni. Ils répartissent les cultures et les récoltes en fonction des besoins de chacun. Il n'y a ni électricité, ni voiture, et le confort est une donnée bien accessoire pour qui veut y passer la nuit. L'accueil se fait toujours avec la formule inca « Ama sua ama, yula amakela ». Ne sois ni voleur, ni menteur, ni paresseux. Et le tricotage des bonnets reste une affaire d'hommes. L'oisiveté est considérée comme le plus grand des vices. Alors, à chaque instant libre, on tricote tant qu'on peut. L'accueil est chaleureux et les touristes sont fréquents sur Taquil. Mais les Indiens n'en ont pas pour autant changé leurs habitudes. La cordillère des Andes, ces vallées à l'air raréfié sont une machine à remonter le temps. Et dans le nord du pays, dans la vallée du Rio Mosna, une civilisation encore plus ancienne que celle des Incas a laissé des traces près du village de Chavin. Entre 5000 et 8000 ans avant Jésus-Christ, dans la période dite formative, un royaume mystérieux a construit dans ces montagnes son grand sanctuaire. Son influence s'étendait sur un vaste territoire, des Andes du Nord jusqu'à la côte centrale du Pacifique. Tibiero Petroleón, un ancien gérant d'hôtel, s'est pris de passion pour ce lieu. Les ruines sont constituées d'un vaste ensemble de terrasses, de places et de bâtiments pyramidaux dont le plus important est connu sous le nom de El Castillo. Ces blocs de granit proviennent de la Cordillère Blanche
et ils ont été transportés sur de grandes distances avec des techniques semblables à celles qui ont été utilisées pour la construction des pyramides en Égypte. Les blocs les plus importants pèsent jusqu'à 5 tonnes. Les hisser jusqu'ici relevait de l'exploit. Comme souvent en Amérique du Sud, l'archéologie officielle fait état de sacrifices humains pour honorer les dieux. Des statues aux figures grimaçantes accueillent les visiteurs. Mais Tiberio n'y voit que la représentation d'un pouvoir bénéfique au service de l'humanité, celui du cactus de San Pedro. Sur ce bas-relief, on voit un être humain avec un cactus de San Pedro dans la main. Ce cactus contient de puissants alcaloïdes. En le consommant, les hommes pouvaient, comme les chamans, quitter leur enveloppe corporelle et s'envoler. C'est pour cela que cet être a été représenté avec des ailes, l'une ici en bas, l'autre là en haut. Les archéologues veulent nous faire croire que Chavin était un lieu de rite magique, religieux. Mais ici, il ne s'agissait pas de magie ni de tour de prestidigitation. Tout ce qui se passait ici était perçu comme quelque chose de réel. Le site est parcouru de galeries qui partent des monuments et débouchent dans des salles souterraines. À partir de tous ces indices, Tiberio a élaboré une théorie. Pour lui, Chavin était un sanctuaire où les pèlerins étaient envoûtés à l'aide d'extraits de cactus de San Pedro. Nous sommes ici en plein centre de Chavin. Lors de leur mise en condition, les pèlerins étaient conduits dans ces pièces séparées et totalement obscures. Un système raffiné de canaux véhiculait le bruit d'une eau courante dans chacune de ces pièces. Ce bruit finissait par produire un phénomène acoustique hypnotisant, qui existe aussi par exemple dans la tradition indienne. La résonance Om. Au milieu de ce labyrinthe, un monolithe est encastré dans les dalles du plafond et fiché en terre comme un poignard. Sa signification reste un mystère. La théorie de Tiberio peut paraître surprenante, mais elle est la seule à tenter de donner un semblant d'explication à ces vestiges du passé. À présent, le Pérou se remet à peine de plusieurs décennies agitées. Des guérillas révolutionnaires nés au début des années 1980 ont tenté de renverser le gouvernement par la lutte armée et des actions terroristes. Le Nord-Est est même passé sous contrôle du mouvement révolutionnaire Tupac Amaru, le MRTA. Cette région marque la transition entre les hauts plateaux des Andes et la jungle de l'Amazone. La vie est simple, la terre fertile, mais de nombreux paysans ont dû fuir leurs fermes. Carlos González, lui, a tout fait pour rester. Il a dialogué avec les terroristes et a racheté les terres abandonnées en attendant des jours meilleurs. Il y a 10 ans, j'ai fait connaissance avec ce paradis de la nature. Depuis, j'ai rêvé d'en faire une réserve écologique. À l'époque, tout le monde fuyait devant les terroristes et j'ai commencé à racheter les terres. Les chemins de cette jungle montagneuse sont difficiles. Se balader relève parfois de l'aventure. Carlos en a connu plus d'une au cours des années de combat. Un matin, en 1992, sur ce bac, un commando du MRTA me guettait. Un type avec une grenade m'a invité poliment à m'asseoir dans cette jeep. Pendant 3 heures, nous avons roulé jusqu'à son camp par des chemins de traverse.
Et nous sommes tombés subitement sur une autre unité de guérilla. Mon ravisseur a pris la fuite immédiatement. Je n'ai pas réfléchi longtemps. J'ai pris la Jeep et ses armes et j'ai filé plein gaz. Sa ténacité a payé. Carlos a créé sa réserve et possède maintenant 4 gîtes dans l'une des plus belles régions du pays. Ironie de l'histoire, certains anciens guérilleros travaillent aujourd'hui avec lui. Cistero Garcia dirigeait sous le pseudonyme de commandant Francisco la cellule du MRTA du secteur de l'Amazone. Après 2 ans de prison, Cistero est revenu dans son village et aujourd'hui, il approvisionne les gîtes de Carlos en nourriture. Après les années de terreur, la vie a repris un cours normal dans la petite ville de Sauce. Les paysans se sont remis à leur culture et les pêcheurs au travail sur la lagune bleue. Certains aimeraient se remettre à produire de la coca, une plante à partir de laquelle est extraite la cocaïne et dont la rentabilité est bien supérieure à toutes les autres. Mais Carlos et Cistero patrouillent toutes les semaines pour protéger le parc de commandos de défrichement sauvage. Les risques en faisant ce projet étaient immenses, mais je devais le faire. C'était plus fort que moi. Et aujourd'hui, après toutes ces années difficiles, je vois que c'était le bon choix. La réserve écologique Lago Lindo se compose de 4 petits lacs, de brouillards, de montagnes et de forêts tropicales. Le tout sur 750 hectares. Du calme et de la tranquillité comme le pays n'en avait pas vu depuis longtemps. Il y a peu encore, ces pistes servaient au ravitaillement des postes de commandement révolutionnaires. Cistero commandait 300 hommes prêts à tout pour que cessent les inégalités dans le pays. Après des années d'emprisonnement dans un quartier de haute sécurité à Lima, l'ancien combattant de la lutte des classes est devenu un bourgeois et rêve de révolution en douceur. Autrefois, Carlos et moi, on était ce qu'on appelle des ennemis de classe. Mais en réalité, notre amitié avait déjà commencé. Quand je faisais partie du MRTA, nous dialoguions avec l'adversaire. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes les meilleurs amis et nous croyons fermement que le tourisme paisible est notre chance de faire avancer le Pérou et de venir à bout des problèmes. Le communiste et le capitaliste marchent désormais main dans la main. Leur travail ne fait que commencer. Mais le pays dispose de nombreux atouts à développer dans le domaine du tourisme. Sa tradition équestre, par exemple. Voici Ica, une petite ville au sud de Lima. Elmer travaille dans une hacienda. Les premiers chevaux sont arrivés au Pérou avec les Espagnols. Acclimatés au terrain et croisés entre eux, ils donnèrent naissance à une nouvelle race parfaitement adaptée aux pistes du pays, le Paso. Les chevaux devaient, pour évoluer dans le désert péruvien, lever très haut leurs pattes. Leur aptitude naturelle, une prédisposition à se déplacer à l'amble, une allure gracieuse et confortable se renforcèrent. Les éleveurs sélectionnèrent les meilleurs pour fixer cette caractéristique. Le résultat, un cheval de selle rapide et confortable à la drôle de démarche. Avec un jeune cheval, il faut travailler environ 1 an avant qu'il obéisse correctement. J'essaie d'obtenir le meilleur des animaux. Un succès. La race s'exporte depuis la deuxième moitié du XXe siècle dans le monde entier. Et José, le propriétaire de cette hacienda, peut être content. Ils sont synonymes de jolis bénéfices. Elmer part se mettre en tenue pour une cérémonie un peu particulière. La capture d'un nouveau pensionnaire.
commence au milieu de ces dunes de sable. C'est là que vivent les chevaux à l'état sauvage. José en voiture, Elmer à pied. Les deux hommes combinent leurs efforts pour diriger les animaux jusque dans un enclos situé au milieu de l'oasis. La fatigue est récompensée. Le sable du désert offre toujours les conditions idéales pour dresser efficacement les chevaux et les faire travailler cette allure si particulière. À Trujillo, chez les Vasquez, on se consacre à l'élevage depuis la fin du XIXe siècle. Celui des chevaux, mais aussi celui des taureaux de combat, un autre héritage espagnol. Donna Lucie, la maîtresse de maison, est l'épouse de l'héritier d'une longue lignée, Aníbal Vázquez. Le haras, l'un des plus réputés du pays, abrite 138 chevaux. Ce ongle-là s'appelle Nuevo Mundo et il est très célèbre. C'est pour ainsi dire le meilleur cheval de l'écurie. Sa démarche est d'une souplesse et d'une rapidité incroyable, même d'une rapidité extraordinaire. Et en plus, il garde toujours un maintien parfait et une expression de fierté incomparable. Il a reçu la distinction du meilleur cheval du Pérou. Derrière les honneurs, il y a d'abord beaucoup de travail. Les 138 bêtes doivent être montées régulièrement. Pour le fils, Aníbal Junior, leur entraînement fait partie du quotidien. Ce qui rend ces chevaux uniques au monde, c'est leur démarche naturelle. Rien de tout cela ne peut être véritablement inculqué ou obtenu uniquement par le dressage. Leur pas est doux, sans brusquerie, et sur la selle, on ne sent pas les mouvements. Ces chevaux dits de pas, contrairement aux autres, ne remuent pas leurs sabots en diagonale, mais latéralement. Ils donnent l'impression de glisser sur le sol. Outre 160 hectares de champs d'asperges et de canne à sucre, l'hacienda familiale possède aussi un cheptel de plus de 500 taureaux de combat. Les fêtes dans les villages au Pérou sont généralement marquées par des courses de taureaux. Et chaque année, plus d'une centaine de bêtes finissent dans les arènes. Dans le troupeau, il faut choisir les meilleures bêtes. Les veaux sont systématiquement marqués au fer rouge pour indiquer leur provenance. L'origine d'une bête, sa lignée, sont autant d'éléments qui font son prix. Comment savoir si un taureau sera combatif plus tard dans les arènes? On ne peut le savoir qu'en testant les vachettes. Dans les arènes, les bêtes doivent être confrontées pour la première fois à un taureau. Alors, nous observons leurs sœurs, les vachettes, ici dans l'hacienda, dans nos propres arènes. Les qualités recherchées sont l'agressivité, la fierté, mais aussi une certaine prévisibilité dans les réactions de l'animal.
Aníbal Junior passe ses journées depuis son enfance dans ces arènes. Ces deux génisses seront peut-être un jour des vaches reproductrices. Dans nos arènes, nous les sélectionnons en fonction de leur comportement. Si les vaches sont à l'étude, Aníbal, lui, est à l'entraînement. Un fils torero va de soi dans une dynastie d'éleveurs. Junior est déjà célèbre dans les arènes d'Amérique du Sud et même d'Espagne. Autre vedette du pays, mais cette fois plutôt inattendue, Erequeque. Propriétaire d'un bar à Iquitos, il a été repéré en 1982 par le réalisateur Werner Herzog pour jouer dans son épopée de la jungle, Fitzcarraldo. Sa ville natale a, elle, servi de décor au film. L'histoire d'un magnat de caoutchouc décidé à construire un opéra dans la jungle. Une légende sur un aventurier qui fit d'abord beaucoup pour l'exploration de l'Amazonie. Je suis Huerequeque, le meilleur cuisinier de l'Amazone. Je mets toujours dans le mille. On me surnomme le petit poisson. Mais il n'y en a pas deux comme moi. Aujourd'hui, seules des façades un peu décrépies rappellent encore ces années folles où, à la fin du 19e siècle, le vrai Carlos Fermín Fitzcarrald et ses collègues gagnaient des millions avec du caoutchouc. Rien n'était trop beau pour eux. Même rapporter un pavillon de l'exposition universelle de Paris. Un pavillon en acier. Fitzcarrald le fit transporter en bateau sur l'Atlantique, puis sur l'Amazone, jusqu'à Iquitos. Pendant le boom du caoutchouc, Iquitos était l'une des villes les plus riches du monde. L'argent coulait à flot. Les gens ne savaient même plus quoi en faire. Une livre de caoutchouc valait une livre sterling argent. Puis les Anglais volèrent des graines de caoutchouc et firent pousser des arbres en Malaisie. Ils produisirent moins cher. C'était la fin pour Iquitos. Nous nous sommes plantés avec le caoutchouc. Iquitos, fondé en 1747, fut d'abord le premier port fluvial de l'Amazone. Le fleuve rythme toujours la vie. À la saison sèche, le niveau des eaux baisse de 10 mètres. Et à la saison des pluies, le fleuve enfle sur 4 km de large. Le quartier de Belén est encore plus sensible à ces variations. Dans cette pauvre Venise de l'Amérique du Sud, commence et finit tout commerce vers la forêt. 100 000 personnes vivent ici, pour la plupart des porteurs. Ils chargent et déchargent la marchandise transportée sur l'Amazone. Erequeque a passé les 30 premières années de sa vie dans cette misère. Il aime encore venir se promener sur le marché. J'étais manœuvre ici au bord du fleuve et j'ai transbahuté des rouleaux de tôle pour un salaire de misère. Nous bossions dur comme des bêtes et quand nous n'en pouvions plus, le contremaître prenait son pistolet sans équivoque. Mais le destin m'a souri. Un jour, le réalisateur Werner Herzog est venu et a dit « Ce type est fait pour l'écran ». Et il avait raison. Aujourd'hui, je vis heureux et content. Le cinéma a fait découvrir le monde, d'autres mondes à Erequeque. Mais s'il est resté fidèle à Iquitos, s'il a continué après Fitzcarraldo une carrière d'acteur, le rôle de sa vie restera toujours celui qu'il tenait dans ce film. Molly Haïda, le cuisinier du vapeur du roi du caoutchouc. L'épave du bateau utilisé pour le tournage rouille lentement un peu plus loin dans les eaux du fleuve. Le symbole d'une époque définitivement révolue.
Une certaine nostalgie n'est pas absente non plus de la vie d'Alberto Cortés. Il anime El Equeco, le club le plus connu de Lima. Il s'est produit avec les plus grandes vedettes, Joséphine Baker, Nat King Cole ou encore Edith Piaf. Mais il continue de préparer ses instruments en famille. Ses deux fils, Raoul et Jasmin, l'aident. Ses autres enfants vivent au Brésil, au Venezuela, au Costa Rica et aussi en Europe. Alberto, Manuel. Le premier s'appelle Alberto Manuel. Armando. Le second Armando. Le troisième Antonio. La quatrième Marta. Marta. Nelly. Puis Nelly. Diana. Monica. Farah. Gisèle. Isaías. Raoul. Luis. Et c'est tout. Le soir à Lima, le vieux quartier de Barranco, le quartier des artistes, prend vie. Au club, sa fille Elena est venue lui rendre une visite par surprise. Elle habite au Costa Rica. La vie est si belle et si précieuse. Il faut seulement donner un sens à tout cela. Pas d'alcool, pas de cigarettes, de la musique et des jolies femmes. Voilà ce qui me fait rester jeune et frais. Quand tu regardes devant toi et que tu fais vraiment quelque chose pour ta vie, elle te le rend bien. À son âge, les tournées en Europe et aux États-Unis sont du passé. Mais Alberto a gardé la même énergie, celle de chanter la beauté de son pays, de ses mystères comme de ses surprises. Un Pérou synonyme de richesse, d'échecs, d'histoire, de vie tout simplement.